avant la crise du corona, voilà, le monde fait face à un réchauffement de la planète et ce réchauffement donne lieu à une crise climatique. C'est-à-dire qu'on observe dans le monde de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Jonathan Hackenboom, bonjour. Bonjour. Bienvenue au studio. Alors, vous êtes directeur de Greenpeace Israël depuis le mois de janvier. Voilà. Et donc, on a pensé que ce serait agréable et intéressant de parler avec vous de ces feux qui n'auront pas lieu à Lag BaOmer. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura moins de pollution en Israël. C'est prouvé? C'est réel? Oui, bien sûr. Il faut monter le micro pour parler bien près du micro. Ce sera mieux, on vous entendra mieux. Voilà, parfait. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie des choses qui sont mesurées et qui sont suivies par le ministère de l'Environnement, donc avec des stations qui sont mises un petit peu dans tout Israël et qui mesurent la pollution de l'air de manière générale dans plein d'endroits. Et donc on sait qu'à Lag BaOmer, on a généralement un pic de pollution. Voilà, bon, c'est quelque chose de très logique, on pouvait s'y attendre quand on est près d'un feu. Un feu libère beaucoup de polluants. Et puis cette fois-ci, effectivement, cette année, c'est quelque chose qui n'aura pas lieu. Alors bon, voilà, je ne m'en réjouis pas spécialement, mais effectivement, ça fait partie des bonnes, des bonnes choses. Oui. Des bonnes nouvelles du corona. Alors, comment vous mesurez ces pics de pollution justement en Israël ? Et à travers, il y a le ministère de l'Environnement a plusieurs dizaines de stations qui sont à travers tout le pays, et chacune de ces stations a des modules et des filtres qui prennent certains polluants et qui mesurent leur concentration dans l'air. Donc on sait la concentration par mètre cube d'air, voilà, de tels polluants. Et pour chaque polluant, il y a des normes. Et on sait l'impact de ces normes ou du dépassement de ces normes sur la santé. Donc on sait par exemple que voilà, vous avez une norme de 10 microgrammes de particules fines par mètre cube. Et on sait que voilà, l'air en Israël il est autour de 20, donc c'est plus élevé que cela. Et si jamais on se trouve à 50 ou à 100 pendant une journée ou plusieurs journées, eh bien on a quelque chose qui va impacter la santé humaine. Et puis bien sûr, plus l'exposition est longue, plus l'impact sur la santé est sérieux. Donc il y a énormément de lois et de règles qui encadrent un petit peu cela. Mais pour l'essentiel, les données, elles viennent du ministère de l'Environnement et on peut les suivre, elles sont accessibles au public même. Maintenant, après, bien sûr, ces données ne sont pas toujours... ils ne mesurent pas partout, ils mesurent dans certains points, donc plusieurs dizaines de points dans tout Israël. Et voilà, c'est ce qui nous permet de faire ce suivi et de voir, notamment d'une part, à Lag BaOmer, généralement, on a une très grande concentration de polluants. À Yom Kippour, on a une baisse extraordinaire, bien évidemment, et le ministère de l'Environnement en parle chaque année. Et puis on a une baisse à peu près la même chose au temps du corona, quoi. Alors justement, lorsqu'en temps normal, puisque là il n'y aura pas de feu à Lag BaOmer, on le répète que c'est interdit, ni dans les jardins, ni dans les cours des bâtiments, ni dans les jardins privés, évidemment, ou même dans le khatser des maisons. Donc c'est interdit complètement, pas de feu, même à Méron. Est-ce qu'on sait, par exemple, en temps normal, lorsque Lag BaOmer est fêté par tout le peuple d'Israël avec des feux, quel est l'endroit le plus polluant d'Israël, ou on ne sait pas vraiment? Non, ça on ne sait pas. Alors peut-être qu'il y a des informations là-dessus. Non, moi, je ne le sais pas personnellement, mais voilà. Bon, généralement, on voit que il y a très clairement là où les feux se concentrent, c'est là qu'on observe, bien sûr, la pollution la plus importante. Bon, alors ça ne vous réjouit pas, mais quelque part, en tout cas pour les enfants et pour ceux qui attendent cette fête, mais en tout cas d'un point de vue écologique, vous trouvez que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays. On peut le dire comme ça. Non, je préférerais pas parce que je veux dire, j'aime pas trop parler de bonnes nouvelles à l'ombre du corona, mais il y a plutôt, mais plutôt parce que c'est plutôt une manière de voir les choses différentes, ou plutôt une manière, on va dire, de voir également que toute chose a aussi son bon côté, peut-être. Alors justement, comment vous avez décidé ou quelles opérations vous allez mettre en place pour gérer l'après-corona ? Alors, quand on voit ça, alors d'abord, Greenpeace en Israël, on est une organisation qui existe dans le monde entier. En Israël, on existe à côté d'autres organisations locales, comme la Société pour la protection de la nature et d'autres. Et on fait partie de ce qui s'appelle la société civile, et on a un rôle de surveiller des projets qui sont faits et d'essayer d'influencer la politique qui se fait dans différents domaines, essentiellement la politique économique. Alors, quand on regarde le corona, d'abord, au début, comme tout le monde, on était bien sûr surpris. On était tous en condition comme ça de voir comment on allait faire au jour le jour. Mais rapidement, il y a plusieurs choses qui se sont dessinées. D'abord, on a vu que
effectivement, on était tous très occupés par ce virus et par cette pandémie, et donc on n'avait pas d'espace pour s'occuper d'autre chose. On a un porte-parole qui essaye de pousser toutes sortes de nouvelles qui sont liées à nos combats dans l'environnement. Et puis, bien sûr, tout le monde s'occupe, les journalistes s'occupent uniquement du corona, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait certains projets et des initiatives prises par les industriels pour essayer d'avoir des allègements, pour essayer de faire en sorte que la législation et les directives soient plus souples à leur égard. Exactement. Alors, bien sûr, il faut voir qu'est-ce qui peut être souple, qu'est-ce qui peut ne pas l'être, mais d'une manière générale, cette tendance, c'est quelque chose qu'on a vu pendant le corona. Et à ce moment-là, une de nos premières missions, la plus immédiate, c'était de réagir à cela. Parce que notre rôle, c'est, quand des industriels demandent des allègements, tout ça, c'est de veiller à ce que les intérêts de l'environnement, les intérêts de la santé publique soient préservés. Donc, voilà. Donc ça, on a eu lieu de réagir à toutes sortes d'initiatives. La capacité du public de prendre part à toutes sortes de projets et de donner son avis sur toutes sortes de projets, qui fait partie des droits qui sont préservés en temps normal, ont été affectés pendant le corona. Le public ne pouvait pas vraiment réagir. La plupart des réunions sont passées sur Zoom, donc le public parfois ne savait pas, parfois il n'avait pas le temps de s'organiser. De manière générale, il était occupé, et donc notre première mission, c'était de veiller à ça. Mais assez rapidement, on a vu d'autres choses, et puisque avec le corona, on est rentré presque immédiatement dans une crise économique qui, elle, va être plus durable que la pandémie. Et à ce moment-là, la question, c'est quel monde économique pour l'après-corona ? Alors justement, on a vu une baisse massive des polluants. Forcément, il y avait moins d'activité. Donc, évidemment, ça paraît tout à fait logique. Mais on a l'impression qu'avec l'ouverture, en fait, et les allègements nombreux à ce confinement, on va bientôt parler d'un déconfinement total, on a l'impression que ça va repartir de plus belle. Oui, c'est assez logique. Je veux dire, dans la mesure où chacun de nous a été privé de liberté, la première chose dont il a envie, c'est de reprendre la liberté, de retourner là où il était. C'est très clair. C'est quelque chose qui a été constaté lors les grands malheurs du XXe siècle, et les guerres mondiales. On a tout de suite vu tout après une pique de consommation. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut tout à fait se rencontrer aussi cette fois. Alors vous votre ligne de conduite, c'est plutôt d'aller vers les énergies renouvelables et d'abandonner complètement les énergies fossiles, mais la route est longue. De manière générale, c'est pas spécialement notre route à nous uniquement. Ça veut dire par rapport à ça. Alors là, on parle de quelque chose qui a été décidé par les pays qui se sont réunis à Paris il y a 5 ans, avec le sommet de Paris sur le climat. Avant la crise du corona, le monde fait face à un réchauffement de la planète, et ce réchauffement donne lieu à une crise climatique. C'est-à-dire qu'on observe dans le monde de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Je vous donne une donnée d'une recherche qui a été publiée hier. Entre 1978 et 2017, donc moins de 40 ans, les événements de chaleur et d'humidité extrême ont doublé en 40 ans, sur l'ensemble de la planète. Donc, il ne s'agit pas de dire, on a senti qu'on avait été un été plus chaud, un été plus pluvieux. Il y a un changement global qui se passe, et ce changement a des impacts très profonds sur l'économie, sur la santé et sur la société humaine, et même sur la sécurité d'ensemble de zones entières, puisqu'il redessine, si vous voulez, aussi les flux migratoires sont redessinés en fonction de ces choses qui, finalement, les gens font face à des sécheresses, donc finalement ils doivent partir quand ils sont paysans. Bien sûr. Voilà, on a vu ce phénomène-là en Syrie il y a une dizaine d'années, et ça n'a pas donné quelque chose de très très sympathique. Et donc, par rapport à ça, le corona vient comme quelque chose qui, finalement, je ne veux pas dire qu'il remet les compteurs à zéro, mais il ne donne pas d'autre choix aux États de manière générale. Et même les États qui sont dans des idéaux néolibéraux où l'État ne doit pas intervenir, eh bien, ils vont tous mettre la main dans la poche et ils vont investir dans toutes sortes de projets d'infrastructure. Et effectivement, la grande question qu'on pose, nous, c'est pour quel projet d'infrastructure vous voulez intervenir. Est-ce que vous voulez intervenir pour favoriser des projets d'infrastructures pétrolières, de gaz, des infrastructures qui vont peut-être pousser l'économie à court terme, mais qui vont nous mettre plus profondément devant l'échéance climatique
et de la crise écologique en général? Ou est-ce que vous voulez profiter pour, au contraire, investir dans des formes d'énergie qui, aujourd'hui déjà, sont économiquement viables? Donc, l'énergie solaire, l'éolien, ça dépend des endroits du globe, l'économie d'énergie en général, parce qu'il faut voir aussi ça comme quelque chose de global où, face à la crise climatique, on a besoin d'avoir des logements qui soient mieux isolés. Et donc, on parle aussi d'une politique d'économie d'énergie importante. Ça touche à tous les domaines de notre vie. Alors, vous paraissez, on va dire, optimiste. Vous avez des idées, évidemment, pour que les investissements des gouvernants soient mis dans des énergies renouvelables et non pas des énergies fossiles, comme on l'a dit. Mais quand on entend, voilà, par exemple, qu'il y a un nouveau projet de plan d'investissement qui a été proposé par le gouvernement pour développer le gaz et le pétrole, un projet à hauteur de 3 milliards de shekels, on a l'impression que vous émettez des vœux pieux. On a l'impression que ça va être compliqué encore, malgré le corona, à mettre en place. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que, on s'attendait à ce qu'il y ait toutes sortes d'aides qui soient faites au gaz parce que on a trouvé des ressources en gaz en Israël et le gouvernement pousse très fort pour les développer un maximum et les exporter un maximum. Et oui, je m'attendais à ce qu'il y ait certaines d'elles, mais j'avoue que ça dépassait en mal ce que je redoutais. Voilà, ils veulent notamment investir pour un nouveau port qui permette, à Haïfa, qui permette d'importer et d'exporter du pétrole et du gaz. Donc on parle de développer Israël. Voilà des activités qui, du point de vue économique immédiat, elles sont fructueuses. Voilà, bien sûr, elles sont rentables. Elles amènent beaucoup d'argent et tout, mais elles ont un poids extrême. Elles ont un poids local extrême. Je ne parle pas simplement de la question globale du réchauffement de la planète. Je parle aussi de questions de pollution locale. Et je parle effectivement également de la pollution de la possibilité, de créer des emplois. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Quelques personnes peuvent toucher des dividendes énormes autour du gaz, autour du pétrole. Mais des études qui ont été faites pour comparer la possibilité de créer des emplois entre le gaz, le pétrole et le charbon d'une part et les énergies renouvelables d'autre part, a montré que l'investissement dans les énergies renouvelables permettait de créer 2 fois plus d'emplois. Alors comment c'est fait? C'est très simple, c'est parce qu'au lieu d'investir dans l'essence, dans le carburant, on n'a pas besoin de carburant, il n'y a pas de pétrole, à la place c'est le soleil qui vient gratuitement, mais il y a des installations qui, elles, sont beaucoup plus complexes à mettre en place. Voilà, le solaire, c'est rentable économiquement, c'est bon pour l'environnement, mais c'est complexe. C'est des grosses installations, il faut savoir comment les mettre pour économiser des terrains, et ça nécessite qu'on emploie beaucoup de gens. Et donc, il y a en termes d'investissement et de capacité de créer des emplois, l'avenir est également dans les renouvelables et pas dans les énergies fossiles. Et c'est complètement le message qu'on essaie de faire passer, justement pour éviter ces investissements qui vont simplement faire prendre du retard à Israël dans ce domaine-là. Parce que la transition énergétique a été décidée à Paris il y a 5 ans. Elle aura un petit peu de retard, ça serait très dommage pour l'état de notre planète et pour la façon dont on va nous se mesurer et vivre sur cette planète, mais il aura lieu en fin de compte. Et si on a perdu du temps à investir dans les énergies fossiles au lieu d'être à la pointe de ce renouveau des énergies renouvelables, et en Israël notamment d'investir dans les startups qui vont, elles, permettre d'accélérer ce transfert, cette transition énergétique, on aura perdu, ça sera fort dommage. Et vous pensez, en tant que directeur de Greenpeace, qu'Israël doit peut-être être plus, on va dire, plus présent et s'ingérer justement dans ces financements, dans ces investissements d'entreprises vertes? Vous pensez qu'il y a une responsabilité? On doit, en tout cas, l'État d'Israël doit être... doit intervenir plus, quoi, en fait, tout simplement. Oui, vous savez, ça fait 25 ans que j'ai fait mon alia de France, et je me suis investi dans l'environnement et dans Greenpeace, donc je travaille depuis un peu plus de 6 ans. Et bien évidemment, pour moi, le rôle d'Israël en termes d'environnement doit être un rôle actif, un rôle qui permet de donner une valeur positive à la société. Il y avait l'idéal de David Ben Gurion dans les années 50 qui avait dit le Negev, on doit produire de l'électricité à partir du soleil dans le Negev. C'est notre source, c'est notre valeur, c'est notre source d'énergie.
Et il y a un investissement qui a été fait dont le monde entier, enfin, bon, pas tant que ça, mais quand même dont le monde a pu profiter. Et ce qu'on a vu récemment, ce qu'on voit récemment, par exemple, à travers les investissements d'Israël dans le domaine médical ou dans le domaine du cyber, qui sont différents par leurs caractéristiques, on voit 2 domaines où Israël a une contribution très importante. Dans le domaine médical, ça se fait tout seul avec des capitaux privés, ça fonctionne très bien. Dans le domaine du cyber, on a un investissement très important de l'État qui encadre cela. Parce que sans vous cela, aimeriez faire la même chose pour l'écologie ? Exactement, pour l'énergie. Sans cela, ça ne sera pas possible. Il y a des domaines qui roulent tout seuls. Il n'y a pas besoin de s'investir dans eux, pas besoin d'investir dedans. Voilà, le domaine médical, c'est un exemple. Pas besoin d'encadrer trop. Mais le domaine de l'énergie, absolument, il faut encadrer. Et malheureusement, c'est le contraire qui se passe et c'est fort dommage. Alors, dans cette crise, on a vu justement un désir de réinventer, pour certains en tout cas, leur relation à la nature, donc l'homme et la nature. C'est vrai qu'on a vu un peu partout dans le pays, je parle d'Israël évidemment, voir des animaux qui n'avaient plus leur place, on va dire, dans la cité, réapparaître. C'est assez saisissant pour certains. Est-ce que vous pensez que tout ça, on va changer peut-être la politique de l'urbanisme, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des nouveaux quartiers qui sont créés, beaucoup d'arbres sont arrachés. Je crois que vous avez des exemples à nous donner. Est-ce que ça va changer ou malheureusement, à cause de l'argent, à cause des intérêts économiques, on va continuer à construire comme on construisait depuis toujours ici? Oui, alors c'est vrai que le corona, encore une fois, c'est pas, on va dire, il n'a pas amené de bonnes nouvelles, mais il a permis de voir un certain nombre de choses. Je souligne comme ça qu'il a permis notamment à des Indiens qui vivent au sud, en Inde, au sud de l'Himalaya, de voir pour la première fois de leur vie la chaîne de l'Himalaya, parce que la pollution de l'air a baissé de plusieurs dizaines de pourcents. C'était quelque chose d'absolument incroyable. On a vu, vous l'avez souligné, des animaux comme ça ressurgir un peu de partout. On entend plus les oiseaux, bien entendu. Et effectivement, la nature a comme ça repris de la place, ce qui montre sa très grande résilience, sa très grande souplesse et sa très grande capacité d'adaptation. Je vous signerai quand même qu'en 40 ans, à peu près la moitié des animaux sauvages ont disparu au niveau de la planète. Et ça, c'est un phénomène qui va en s'accélérant. C'est une étude qui a été faite à partir de 4000 espèces de vertébrés, donc c'est assez fiable. Et c'est un phénomène qui va en s'accélérant. D'abord parce qu'on est plus nombreux sur Terre, et puis parce qu'on c'est la déforestation aussi qui fait que les animaux ont disparu. C'est tout à la fois. C'est la déforestation, c'est la pollution. Maintenant, c'est également les changements de température et les événements extrêmes. C'est la fragmentation du territoire qui a un impact important, puisque quand on crée des routes et qu'on relie les choses, on fragmente le territoire et on empêche les espèces de communiquer entre elles. Il y a un tas de facteurs qui jouent comme ça. Et bien sûr, ça dépend des endroits. En Israël, on va dire quand même la fragmentation du territoire et ce qui impacte essentiellement la nature, puisqu'elle empêche cette continuité écologique. Et ce qu'on a vu quand même au corona, c'est la souplesse de la nature. Et ça doit nous inviter à penser comment on peut envisager une cité, notamment une cité, où l'homme et la nature ne seraient pas des ennemis. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans des quartiers qui sont comme ça. Alors justement, parce qu'on parle de quartier, quand on crée un quartier aujourd'hui en Israël, on fait quoi en premier lieu ? En premier lieu, on arrache les arbres parce qu'ils vont embêter, ils vont empêcher de planifier calmement. C'est la règle ? Les arbres, on dépose des demandes pour couper les arbres qui sont là-bas avant que le programme soit finalisé. Donc ça se fait parmi les premières étapes. Et oui, que ce soit pour construire de nouveaux quartiers ou que ce soit pour faire passer toutes sortes de lignes, des fois de chemin de fer, de tramway, de toutes sortes de choses. Il n'y a pas une vision... avant, il y avait une sorte de sainteté des arbres, je dirais presque. Ça faisait aujourd'hui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans le tout économique. Et ça fait un petit peu partie des différents... des impacts on va dire des choses que notre société vit, des changements qu'elle vit, qui sont également des changements de valeurs. Ce sont des choix économiques, mais ces choix économiques reflètent des réalités de valeur. On pourrait très bien décider de faire un tas de choses, parce que économiquement parlant, ça serait beaucoup plus rentable. Donc il faudrait qu'il y ait un conseiller en fait, écologique dans chaque ministère. En gros, ce serait l'idéal pour vous. Il y a des voies, mais il y a effectivement des choses à faire plus s'entendre, de manière justement à créer des quartiers où on ne dit pas, non, il y a des arbres, on les garde. Ils ne nous embêtent pas, non, au contraire, voilà, ce sont nos alliés.
s'il y a des arbres là-bas, et notamment s'il y a beaucoup d'arbres, ça veut dire que ce quartier sera un quartier qui vivra dans une nature, qui sera une nature plus riche. Il y aura des animaux là-bas. Ça sera plus agréable pour les gens. Quand il fera chaud, eh bien, ça sera plus frais là-bas parce que les arbres vont vont garder la température meilleure. Donc, je crois qu'il y a un projet dans le Nord où on parle de déboiser 100 000 arbres. Ça paraît énorme. C'est fou. Oui, il y a des tas de projets qui sont faits partout. On parle dans l'ensemble en Israël de plusieurs centaines de milliers d'arbres qui sont déracinés chaque année. Voilà, alors je suis désolé, je sais que je casse un petit peu un mythe parce que on parlait souvent d'Israël comme le... C'est vrai qu'on a le KKL a des centaines, 240 millions d'arbres en plusieurs dizaines d'années. Voilà, cette tendance-là, elle est terminée. On est passé maintenant dans une phase de déracinement. Et je ne veux pas prendre ça trop sur un plan symbolique, mais ça doit nous inviter aussi à réfléchir sur le plan des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire de s'enraciner, donc de planter des arbres et finalement de s'enraciner quelque part? Et qu'est-ce que ça veut dire de déraciner? Donc, on comprendra aujourd'hui, Jonathan, que pour vous, les investissements qui doivent être faits par l'État doivent certes servir à relancer l'économie, mais ils doivent être aussi bénéfiques à l'environnement. C'est possible, il suffit juste de le vouloir, en fait. C'est un peu ça, il faut être un peu volontaire. Je ne sais pas si notre prochain gouvernement sera ouvert à ce genre de choses, mais en tout cas, c'était toujours intéressant de voir les choses d'une autre perspective. Voilà, je vous remercie pour ça. Merci à vous. Voilà, s'il y a des gens qui nous voient et qui sont intéressés à être actifs dans ce domaine, eh bien, ils peuvent. En tant que bénévole, ça veut dire de venir vous aider ou s'intéresser, c'est possible? Absolument, voilà. On peut vous appeler? On peut nous appeler, on peut écrire sur ma page Facebook ou sur la page Facebook à la suite de donc Greenpeace. Greenpeace Israël? Oui, absolument. C'est le nom de la page Facebook, Greenpeace Israël. Oui, Greenpeace Israël, ou voilà, où on peut me contacter sur ma page Facebook personnelle. Jonathan Eichenbaum. Voilà, c'est pas un problème et il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de projets et il y a besoin de voix qui se fassent entendre et voilà, donc ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, c'est énorme, la réparation du monde, mais chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Et c'est là notre voie. Mais merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Ciao. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choucroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.